Alors, avec quoi on traite la dépression? Bien sûr, nos connaissances en psychologie ont évolué, nos connaissances sur le cerveau ont également évolué. Et on sait maintenant qu'il y a des régions clés dans le cerveau qui seraient impliquées dans la dépression. Il y a ce qu'on appelle le cortex préfrontal qui est lié à la mémoire, et c'est pour ça que les patients déprimés ont du mal à se concentrer, ont du mal à se remémorer des choses immédiates, et au niveau clinique, c'est là où on voit que le patient a un certain ralentissement. Il y a également une autre structure, l'amygdale, qui est connue pour être le centre un peu de l'anxiété, de la peur, et c'est ça qui rend, d'un point de vue clinique, le patient irritable, agressif, anxieux. Enfin, une structure prédominante, on va dire, dans tout ce qui est mémoire et plus importante que le cortex préfrontal, c'est l'hippocampe. Et c'est pour cela qu'on observe chez les patients déprimés des déficits ou des troubles de la mémoire et des troubles intellectuels marqués. Ces altérations ou ces anomalies qu'on observe, malheureusement, lorsqu'on laisse la dépression traîner, sont accompagnées d'anomalies qui sont au début fonctionnelles, mais plus la dépression est chronique, plus elle se répète, plus on peut avoir des altérations structurelles. Ce qui touche ces mêmes zones, le cortex préfrontal, ma collègue tout à l'heure a parlé d'effets neurotoxiques, effectivement, la dépression par des mécanismes qu'on commence à comprendre va bouffer les neurones et provoquer une diminution du volume cérébral et une diminution de la neurogenèse. Et c'est pour cela, enfin, toujours dans cette dynamique de mieux comprendre d'où viennent les symptômes et quels sont les mécanismes qui la sous-tendent, qu'on a pu imputer les symptômes de la dépression à 3 neurotransmetteurs pour l'essentiel, qu'on appelle la noradrénaline pour tout ce qui est énergie, intérêt et dynamique, la sérotonine pour tout ce qui est impulsivité, l'appétit, la libido, et la dopamine pour tout ce qui est motivation, prise d'initiative. Donc à partir de là, il fallait trouver des molécules, et c'est ce que fait la recherche pharmaceutique depuis les années 60, c'est-à-dire depuis la sortie du premier antidépresseur, et on est allé de plus en plus de manière spécifique à cibler les neurotransmetteurs qui nous intéressent, en l'occurrence les 3 que je viens de citer, avec des molécules de plus en plus spécifiques. À titre d'exemple, pour agir sur la sérotonine, il y a des molécules qu'on appelle les inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine, comme il y a les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Donc, à partir de là, on a développé beaucoup de médicaments, et au jour d'aujourd'hui, on a une pharmacie très très riche. Encore faut-il bien l'utiliser et à bon escient. Alors pour cela, comment évolue une dépression? On estime que l'évolution naturelle, on passe d'une humeur normale à la dépression, et que l'évolution naturelle, même si c'est discutable, minimum c'est 6 mois, ça peut aller jusqu'à 24 mois, et pour certains auteurs, notamment dans les écrits anciens, parlent d'une évolution jusqu'à 10 ans, mais là on rentre peut-être dans d'autres catégories diagnostiques. Et qu'après cette dépression, le retour, si je puis dire, à la normale, que les anglo-saxons appellent le recovery et qu'on a traduit par le mot rétablissement en français, arrive par la suite. Mais comment aboutir à ce rétablissement? Est-ce qu'il faut passer par des concepts comme ceux de la rémission, qui étaient des concepts utilisés notamment en cancérologie? Et je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, en psychiatrie, on se retrouve, pour rester dans cette métaphore de la cancérologie, on est pratiquement au même niveau, avec un optimisme général pour toutes les pathologies. On arrive à atteindre un taux d'efficacité de 70%. Ce qui manquait, c'était les outils diagnostiques et les outils d'évaluation, et surtout des thérapeutiques adaptées aux connaissances scientifiques.
Chose aussi très importante, c'est en attendant souvent, il y a eu des tas d'écrits dans les journaux, encore il y a quelques années ça a fait débat, que les antidépresseurs sont aussi efficaces que le placebo. Oui, ils sont aussi efficaces que le placebo, mais pour quelle durée? C'est pour une durée courte, et au-delà de 4 semaines, si on remplace un antidépresseur par un placebo, on a une perte d'efficacité de l'ordre de 50%. En revanche, lorsqu'on maintient le sujet sous antidépresseur, cette efficacité se maintient à 90%. En revanche, dans 10% des cas, pour X raisons, on peut observer ce qu'on appelle des récidives. Ces récidives entraînent ce que qualifiait ma collègue tout à l'heure d'une vulnérabilité, et effectivement, pendant très longtemps, on a pensé la dépression en disant « qui a déprimé redéprimera ». C'était quasiment une règle. On a fini par comprendre que si ce concept était juste, c'est peut-être parce que nous ne prenions pas bien en charge la dépression. Effectivement, dans l'ancienne conception, on se contentait de ce qu'on appelle une réponse thérapeutique. Pour commercialiser un traitement antidépresseur, on utilise des échelles. Et ces échelles, on considère que lorsqu'on a une réponse de 25 à 50%, c'est une réponse partielle. On a une bonne réponse lorsque c'est supérieur à 50%. Mais une échelle, ça reste une échelle. Et du coup, il fallait des définitions un peu plus pragmatiques et plus cliniques. Et on va le voir, on est allé au-delà de la dépression, on est allé jusqu'au fonctionnement dans le quotidien. Et effectivement, selon cette conception de la rémission, on voit qu'avec l'ancienne définition, finalement, on avait, et malgré tout, 60% de rémission avec le premier médicament, et que souvent, il fallait aller jusqu'à 2, voire 3 médicaments avant d'obtenir cette rémission. Du coup, les choses ont évolué. Des chercheurs ont proposé des critères un peu plus proches de la réalité. Et ce qu'on confondait souvent, c'était surtout cette notion de rémission complète et de réponse thérapeutique. C'est-à-dire qu'il fut une époque où on acceptait que le patient garde certains symptômes. Maintenant, il est hors de question. Il faut une rémission complète. Une rémission syndromique, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus, qui ne remplit plus les critères diagnostiques de la dépression et que les échelles s'abaissent de plus de 50%. C'est ce qui a permis aussi d'introduire une nouvelle conception, celle de la guérison, qui y est non seulement la rémission, mais une amélioration au niveau du fonctionnement. Et pour ce faire, il a été proposé des critères, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui sont applicables et appliqués depuis plusieurs années maintenant dans le domaine de la recherche et qui ont permis de faire actuellement cette proposition en termes de stratégie thérapeutique. Pour traiter une dépression, il y a plusieurs phases. Il y a la phase aiguë de traitement, c'est le début, et là on peut observer une amélioration au bout d'1 à 3 semaines. Au bout de 6 à 12 semaines, on peut déjà avoir une réponse complète. Et là, ce qu'il faut surveiller, c'est le risque de rechute, et c'est pour ça qu'il faut obtenir une bonne rémission. Ma collègue l'a dit tout à l'heure, en cas de rémission partielle, et je devais le reprendre, donc je passerai rapidement, en cas de rémission partielle, le risque de suicide est important. Et continuer le traitement au cours d'une phase de consolidation qui peut aller jusqu'à 12 mois, jusqu'à obtenir la guérison et un arrêt progressif. Certains préconisent même un traitement supérieur ou égal à 1 an pour résumer, et ce pour éviter les récidives. Alors qu'est-ce qu'il y a d'important dans cette diapositive? C'est la notion que le traitement antidépresseur n'est plus un traitement pour traiter la dépression uniquement, c'est un traitement pour prévenir les récidives et les rechutes. Et ça, c'est, je dirais, la révolution un peu intellectuelle qui est sortie et pour laquelle l'industrie pharmaceutique a accepté le challenge, et il y a eu des études avec certaines molécules qui ont reçu
l'autorisation de mise sur le marché comme des molécules permettant de prévenir les récidives. C'est-à-dire que même après l'arrêt du traitement, il y a quelque chose qui se passe. Alors, je vais le dire de manière très simple. Tout à l'heure, ma collègue évoquait le psychologique et le biologique. Moi, j'ai tendance, lorsque je veux l'expliquer aux patients, une question qui a été posée tout à l'heure, on part du psychologique, des événements de vie, de maltraitance, de violence, etc. Mais ça agit sur un cerveau. Et qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque une espèce de cicatrice ou de blessure biologique. Et justement, le médicament, il va agir là-dessus. Si cette cicatrice ou cette blessure biologique se maintient, c'est ce qui favorise ce qu'on appelle la vulnérabilité dépressive. Et justement, c'est lorsqu'on a compris ce que je disais tout à l'heure, l'adage qui a déprimé redéprimera, c'est plutôt une faute à la prise en charge thérapeutique et pas une conséquence inéluctable de la maladie dépressive. Un exemple des échelles qu'on utilise, une des plus célèbres, l'échelle de Hamilton, avec des scores bien codifiés. Et je dirais aussi, je faisais référence tout à l'heure au placebo, ça a été dit tout à l'heure, attention, le médicament de la dépression n'est pas pour toutes les dépressions. Il est efficace, et là, les gens qui le comparent au placebo n'ont pas tort, il est efficace dans les dépressions dites sévères et modérées. C'est ce qui est dit dans toutes les recommandations internationales et même dans les recommandations françaises du bon usage des antidépresseurs. Donc pour les épisodes dits légers, il n'y a pas d'utilité ou de nécessité d'utiliser un traitement antidépresseur, ce que je qualifie parfois, moi, du bleu dans l'âme. Il n'y a pas besoin d'antidépresseurs, une psychothérapie peut être suffisante. Et ce traitement est important, bon, c'est une redite, parce que obtenir une réponse thérapeutique suffisante, obtenir une rémission complète, obtenir une guérison, ça conditionne l'avenir en protégeant contre le suicide, qui peut être multiplié par 21 en cas d'épisode dépressif et en cas de rémission partielle par 4, et surtout que c'est associé à d'autres maladies, notamment les maladies cardiovasculaires. Voilà un exemple sur une courbe en fonction de la rémission, et on voit que la courbe en haut, lorsqu'on a une rémission complète, on a moins de récidives sur 10 ans, alors que si on a une rémission partielle, on a beaucoup d'épisodes dépressifs récidivants. On a parlé de cette fragilité, je crois que c'est l'un des meilleurs exemples pour l'imaginer. On considère un premier épisode dépressif comme associé à un événement de vie. Un événement qui peut être un deuil, qui peut être la perte d'un être cher, un licenciement, etc., etc. Mais là où finalement, peut-être qu'on n'avait pas tort sur l'adage qui a déprimé redéprimera, c'est que la répétition des épisodes dépressifs fait que la personne devient tellement sensible que, au fur et à mesure que les épisodes se répètent, le nombre d'événements de vie qui interviennent diminue. C'est comme si cette dépression devenait finalement quelque chose d'automatique. Et effectivement, c'est ce qu'on observe aussi au niveau biologique, c'est la machine qui est impliquée, c'est la machine du stress, c'est qu'à un certain moment, à force de réagir, elle finit par s'aplanir et à réagir de manière inadéquate. Pour vous montrer aussi les conséquences de cette machine du stress, cette machine neurotoxique, et là on prend l'exemple de la dépression, d'une maladie qui s'appelle la maladie de Cushing, où on a le cortisol qui est très élevé, c'est l'hormone du stress, et les états qu'on qualifie d'états de stress post-traumatique, notamment
dans cette étude chez les soldats, et on voit que ces 3 maladies qui impliquent cette hormone du stress, il y a une diminution du volume du cerveau et une diminution de la prolifération dendritique au niveau des neurones. Alors, les antidépresseurs, les médicaments de la dépression, comme on devrait les appeler maintenant, je vous ai dit, ils apportent la réponse thérapeutique et ils préviennent la récidive et la rechute. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'ils peuvent agir contre cette réduction du volume et cet effet neurotoxique? Effectivement, les hypothèses actuelles montrent que les antidépresseurs ont un effet neuroprotecteur et neurotrophique. Et c'est ce qui vient expliquer enfin pourquoi l'adage qui a déprimé risque de redéprimer, c'est que les antidépresseurs, en agissant sur cette cicatrice, vont la guérir, la traiter, et du coup, c'est comme si la personne retrouvait un cerveau tout à fait normal, sans cette vulnérabilité biologique. Exemple, ça date des années 90, lorsque les auteurs ont commencé à s'intéresser à l'effet des antidépresseurs sur les neurones, et pas seulement sur les neurotransmetteurs, et on voit que sous un antidépresseur, en l'occurrence, ça c'était le premier qui a été étudié, la tianeptine, il y avait une amélioration au niveau de la prolifération dendritique, et là des études un peu plus récentes avec une molécule très connue que tout le monde doit connaître, le Prozac, la fluoxétine, où on voit également qu'il y a une prolifération dendritique satisfaisante. Au total, il ne s'agit pas seulement de traiter la dépression, il faut prévenir les récidives et les rechutes. Et pour cela, il faut prévenir également cette vulnérabilité dépressive, et c'est tout l'intérêt d'un traitement médicamenteux, et même si les recommandations n'insistent pas dessus, je pense que la psychothérapie est un complément important. Ceci d'autant plus que la personne, si elle a présenté plus de 2 épisodes, s'il y a des troubles anxieux associés, si elle vit dans un environnement défavorable, et surtout si les épisodes dépressifs étaient sévères. Et pour favoriser la guérison, il ne faut pas oublier que c'est ce qui se passe malheureusement. Les patients commencent à prendre le traitement au bout de 2 mois, et surtout, vu que la facilité de prise maintenant, c'est un comprimé le matin ou un comprimé le soir, et au bout de 2-3 mois, les gens se disent finalement, qu'est-ce qui m'apporte ce médicament? Il ne me fait plus rien. Alors qu'elle oublie qu'elle n'est plus déprimée. Et du coup, elle l'arrête de manière intempestive. Ce qui se passe, c'est en cas d'arrêt prématuré lors de la phase de consolidation, on a un risque de rechute qui est de 30 à 50%, alors que si la personne continue le traitement, il est de 10 à 15%. Et j'insiste sur cette durée de traitement globale qui doit être d'1 an entre l'introduction, la phase de consolidation et l'arrêt progressif. Le risque de récidive sur 1 an, s'il n'y a pas de traitement de maintien, est de 60%, alors que si le traitement est maintenu, ce risque est de 10 à 30%. Et c'est pour cela que le débat actuel, faut-il un traitement de plus d'1 an? Beaucoup de spécialistes disent qu'1 an est suffisant pour un premier épisode dépressif, que cette question ne devrait se poser qu'à partir du 2e, voire du 3e épisode dépressif. Je vous remercie pour votre attention.